Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte qui a presque 2400 ans, La République de Platon. Et la question, elle est assez directe. Qu'est-ce que ce livre, écrit dans un monde si différent du nôtre, a encore à nous dire? Notre but, ce n'est pas de faire un cours de philo, mais de comprendre pourquoi cette œuvre est une sorte de code source de la pensée occidentale, et pourquoi elle continue de nous provoquer. C'est la question essentielle. On ne peut pas lire Platon comme un Athénien de son époque, c'est impossible. On le lit avec nos yeux du XXIe siècle, avec nos angoisses, nos débats sur la démocratie, la censure, L'égalité? l'égalité, voilà. Chaque génération, en fait, réinterprète la République. C'est moins un livre figé qu'un dialogue permanent à travers les âges. Et ce dialogue est parfois houleux. Oui, et il faut se rappeler du contexte. Platon n'écrit pas depuis une tour d'ivoire. Non, pas du tout. Il a vu l'âge d'or d'Athènes, la grande démocratie, s'effondrer après une défaite militaire terrible contre Sparte. La cité est en crise. Une crise profonde. Et son projet, ce n'est pas juste de colmater les brèches, hein, c'est de tout raser pour reconstruire sur des bases radicalement nouvelles. C'est une refondation, pas une réforme, exactement. Et pour ça, il ne propose pas un plan d'action. Il propose une expérience de pensée colossale. Construire en parole une cité parfaite. Une cité idéale. Alors allons-y, explorons cette cité. L'idée de départ est assez fascinante. Il dit vouloir définir la justice, mais que c'est difficile à voir dans une seule personne. Oui, Alors il propose de construire une cité juste pour la voir en lettres plus grosses. c'est ça. La cité est un macroscope pour observer l'âme. Il part du principe que la structure de la cité juste va refléter la structure de l'âme juste. C'est une méthode. Voilà, c'est une méthode, un modèle théorique qu'il nomme la Callipolis, la belle cité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fondations de cette cité idéale, elles nous paraissent aujourd'hui pour le moins autoritaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout quand on arrive à la classe dirigeante, qu'il appelle les gardiens, c'est là que ça devient inquiétant. On entre en territoire radical. On entre même en territoire totalitaire, diraient certains critiques. Pour garantir que les gardiens se dévouent corps et âme au bien commun, Platon leur impose des conditions de vie hallucinantes. C'est ce qu'on a appelé le communisme platonicien, c'est ça? Oui, alors le mot est anachronique, bien sûr, mais l'idée est là. Pour la classe des gardiens, Platon supprime deux choses. La propriété privée Et la famille. et la famille traditionnelle. Pas de maison à soi, pas de compte en banque, pas de mariage, pas d'enfants qu'on élève soi-même, tout est en commun. Mais c'est de la folie. Dans quel but? Pourquoi aller aussi loin? Le but, c'est l'unité absolue. Platon est obsédé par l'idée que l'intérêt privé, c'est le poison qui détruit les cités. La jalousie, l'avarice, le népotisme, tout ça vient du mien et du tien. D'accord. En supprimant ça pour les dirigeants, il veut éradiquer la source même de l'égoïsme. La cité doit devenir une seule grande famille. Comme un seul corps. C'est son image, oui. Quand un doigt se blesse, tout le corps a mal. Je vois la logique, même si elle fait un peu froid dans le dos. Mais comment on fabrique des gens capables d'accepter ça? La réponse de Platon tient en un mot, l'éducation. Mais attention, son programme éducatif ferait hurler n'importe quel défenseur de la liberté d'expression aujourd'hui. Il commence par une censure massive de l'art. Une censure. On parle de brûler des livres. On n'en est pas loin. Platon s'attaque frontalement aux plus grandes stars de son époque, les poètes comme Homère, Hésiode. Qui était la base de l'éducation grecque. Exactement. Il leur reproche de raconter des histoires où les dieux sont menteurs, colériques, adultères, bref, terriblement humains. Pour Platon, c'est inadmissible. Pacte direct sur le caractère. C'est un débat qu'on a encore aujourd'hui d'une certaine manière. Absolument. Pour lui, ce n'est pas un divertissement, c'est un outil de formation de l'âme. Donc la théologie des gardiens doit être épurée. Premier principe, Dieu est parfait, il ne cause que le bien. D'accord. Deuxième principe, Dieu est immuable, il ne se transforme pas et il ne trompe personne. Fini les histoires de Zeus qui se transforme en taureau. Et il veut aussi supprimer les passages qui font peur aux gens. Oui, les passages d'Homère qui décrivent les enfers comme un lieu horrible, il faut les supprimer pour que les gardiens ne craignaient pas la mort au combat. Ils doivent craindre l'esclavage, pas la mort. C'est un conditionnement psychologique complet. Et en dehors de ça, leur formation, c'est quoi? C'est un équilibre entre la musique pour l'âme et la gymnastique pour le corps. Mais le but des deux, au final, c'est l'harmonie de l'âme. Trop de musique, le gardien devient mou. Trop de gymnastique, il devient brutal. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, pour forger un caractère à la fois courageux et tempéré.
Ok, donc après le communisme et la censure, je m'attendais aux pierres. Et puis Platon lance ce qu'il appelle sa première vague, une idée qui pour le coup est incroyablement moderne. Oui. Les femmes peuvent être des gardiens. C'est un des passages les plus commentés. Son argument est purement fonctionnaliste. Il ne parle pas de droit, il dit « la seule différence pertinente entre hommes et femmes, c'est que l'un engendre et l'autre enfante. Et pour le reste, Pour tout le reste, les aptitudes sont distribuées dans les deux sexes. Donc, si une femme a l'âme d'une gardienne, l'intelligence, le courage, alors elle doit recevoir la même éducation et exercer les mêmes fonctions. y compris se battre à la guerre et gouverner la cité ?» Absolument. Et il pousse la provocation jusqu'au bout en disant qu'elles devront s'entraîner nues au gymnase avec les hommes. Ce qui devait être un scandale total à l'époque. Un scandale absolu. Mais il balaye l'objection en disant que le ridicule, ce n'est pas la nudité, c'est de ne pas chercher le meilleur pour la cité. La logique est implacable. C'est audacieux. Donc on a la communauté des biens, des familles et l'égalité des fonctions, mais ce n'est rien comparé à la troisième vague. Ah, la troisième vague. La plus grande, la plus difficile. Celle qui risque de tout noyer. Le philosophe roi. Le philosophe roi. C'est sans doute la thèse la plus célèbre et la plus controverse de toute l'œuvre. Il dit en substance qu'il n'y aura pas de fin aux maux des cités tant que les philosophes ne seront pas rois ou que les rois ne deviendront pas de vrais philosophes. Le pouvoir politique et la sagesse réunis. Sur le papier, ça semble séduisant. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Donner le pouvoir aux intellos, ça peut vite mal tourner. C'est toute la question. Et Platon est le premier à dire qu'il ne parle pas de n'importe quel philosophe. Il distingue le vrai philosophe du simple curieux. Le curieux, dit-il, c'est l'amoureux des spectacles et des sons. Celui qui court les festivals, qui veut tout voir, mais reste à la surface. C'est ça. Le vrai philosophe, lui, est l'amoureux de la vision de la vérité. Et c'est là qu'il introduit sa fameuse théorie des formes ou des idées. Exactement. Pour faire simple, Platon postule qu'il y a deux mondes. Le monde sensible, le nôtre, celui des sens, un monde changeant, imparfait, on y trouve de belles choses. Ok. Et puis il y a le monde intelligible, accessible par la raison, le monde des formes éternelles et parfaites, la beauté en soi, la justice en soi, le bien en soi. Le philosophe est celui qui cherche à connaître la beauté elle-même, pas juste les belles choses. Donc, si le philosophe est le seul à voir ce vrai monde, ça veut dire que nous, les autres, on vit dans une sorte d'illusion. J'imagine que ça nous amène directement à son allégorie de la caverne. On y est. C'est la synthèse magistrale de toute sa pensée. Imaginez des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne depuis leur naissance. Face à un mur. Ça, c'est un mur. Derrière eux, il y a un feu. Et des gens passent en portant des objets. Et les prisonniers ne voient que les ombres projetées sur le mur. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Voilà. Maintenant, on en libère un. On le force à sortir. La lumière du soleil lui brûle les yeux. C'est douloureux, il est perdu. Il ne comprend rien à ce qu'il voit. Au début, non. Mais peu à peu, ses yeux s'habituent. Il voit les reflets, puis les objets réels, et enfin le soleil lui-même. Il comprend alors que ce qu'il prenait pour la réalité n'était qu'un jeu d'ombre. Et le soleil, ici, symbolise l'idée du bien. C'est une métaphore incroyable de l'éducation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe s'il retourne dans la caverne pour libérer les autres? C'est la partie tragique. Ses yeux, habitués à la lumière, ne voient plus rien dans le noir. Il a l'air maladroit, stupide. Les autres se moquent de lui? Ils se moquent de lui, ils le prennent pour un fou, et s'il insistait pour les détacher, il serait capable de le tuer. C'est une allusion, à peine voilée, au sort de Socrate, son maître. Condamné à mort par la démocratie athénienne, on comprend mieux pourquoi le philosophe doit gouverner. Mais on sent que cette cité parfaite est très fragile. Oui, et Platon décrit d'ailleurs en détail comment elle est condamnée à s'effondrer. Il décrit un cycle de décomposition des régimes politiques. Chaque régime naissant de la corruption du précédent. C'est ça. L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, dégénère en timocratie. La timocratie, c'est le gouvernement de l'honneur, c'est ça, hein? Oui, un modèle un peu spartiate. Puis l'amour de l'honneur est remplacé par l'amour de l'argent. Ça devient une oligarchie, le gouvernement des riches. Ce qui crée une division explosive entre une minorité de riches et une majorité de pauvres. Exactement. Et la révolte des pauvres mène à la démocratie, le gouvernement de la liberté. Attendez une minute. La démocratie mène à la tyrannie.
Ça, c'est une bombe. Pour nous, la démocratie, c'est l'aboutissement. Et lui, il nous dit que c'est la porte d'entrée de la tyrannie. Comment il justifie ça? Sa critique est féroce. Pour lui, le problème de la démocratie, c'est un désir insatiable de liberté. Cette liberté, poussée à l'extrême, devient de la licence. Chacun fait ce qu'il veut. L'autorité des parents, des maîtres, des lois est bafouée. C'est l'anarchie. Et dans ce chaos, les gens sont prêts à accepter n'importe qui, pourvu qu'il ramène l'ordre. Précisément. Le peuple se cherche à un protecteur, un démagogue habile qui flatte la foule, accuse les riches. Et se présente comme le seul rempart contre le désordre. Voilà. Et pour se maintenir, ce protecteur demande une garde personnelle, élimine ses opposants et finit par asservir le peuple même qu'il l'a porté au pouvoir. Le désir excessif de liberté a conduit à l'esclavage le plus complet. C'est un scénario qui fait froid dans le dos par sa modernité. Il décrit aussi l'homme tyrannique comme le miroir de ce régime. Oui, et c'est le portrait du malheur absolu. L'âme du tyran est elle-même une tyrannie. La raison est esclave de ses appétits les plus bas, les plus bestiaux. Il est rongé par la peur, l'envie. Il n'a pas de vrais amis. Il a tout le pouvoir, mais il est la personne la moins libre qui soit. Platon utilise une image saisissante pour ça. Imaginez un homme très riche avec beaucoup d'esclaves transportés avec eux dans un désert. Il vivrait dans une terreur constante, obligé de flatter ses propres esclaves pour ne pas être tué. Voilà la vie intérieure du tyran. Il est l'esclave de ses esclaves. Platon va même jusqu'à faire un calcul un peu symbolique et conclut que le roi philosophe est 729 fois plus heureux que le tyran. Après ce voyage de la cité idéale aux abysses de la tyrannie, où est-ce que Platon nous laisse? Quelle est la leçon finale? Il ne termine pas sur cette note sombre. Il termine par un grand mythe, le mythe d'Er. L'histoire d'un soldat qui revient du royaume des morts pour raconter ce qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les âmes être jugées, puis, avant de se réincarner, devoir choisir leur prochaine vie. Et ce moment du choix est crucial. J'imagine, oui, devant les âmes sont étalés tous les modèles de vie possibles, rois, artistes, animaux, et R raconte comment beaucoup font des choix désastreux. Une âme, qui venait d'une cité vertueuse, par simple habitude, sans philosophie, se jette sur la vie du plus grand tyran, ébloui par le pouvoir, sans voir les horreurs cachées. Et une fois le choix fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc la philosophie, ce n'est pas juste une construction politique, c'est ce qui donne les outils pour faire les bons choix pour son âme. La justice, finalement, c'est une affaire personnelle avant d'être politique. C'est la conclusion. Le but n'est peut-être pas de construire cette cité dans le monde réel, mais de la construire à l'intérieur de soi-même. C'est une fin puissante. Mais il y a une dernière pensée, un paradoxe final. Les sources soulignent que Platon, ce critique acharné de l'art, de l'imitation, Et peut-être le plus grand artiste littéraire de tous les temps. C'est fascinant. la République est une œuvre d'art dramatique. Oui, il utilise des personnages, des dialogues, des mythes, tous les outils des poètes qu'il veut bannir, pour argumenter contre la poésie. Il imite à la perfection des personnages dont il déteste les idées pour mieux les réfuter. Alors la question pour la route, qu'est-ce que ça signifie quand le plus grand critique de l'imitation se révèle être le plus grand des imitateurs? Est-ce qu'il nous montre qu'il y a une bonne et une mauvaise manière d'utiliser le pouvoir des histoires, une poésie au service de l'illusion et une autre, la sienne, au service de la vérité? La question reste ouverte.